merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie, troisième partie, il y avait quelqu'un avant moi. Cette fois, on va parler de la EdTech, on va parler de l'idée de se former sur les métiers du numérique. Pour les personnes qui n'étaient pas là juste avant, moi je suis Fabiola, je suis journaliste de formation, je suis aussi créatrice de contenu, j'écris pas mal de sujets sur la tech et sur les métiers, sur le monde dans l'entreprise. Aujourd'hui, je suis hyper contente de recevoir Sophie Vigier de l'école 42, Amélie Matar, fondatrice de Coloris, que j'ai trouvé hyper chouette, que j'ai envoyé à toute ma famille, du coup je raconte ma vie, et elle nous dira assez rapidement ce qu'elle fait. Anne-Charlotte Monneret, directrice de la EdTech France, et Jingo, CEO de Connexio, que j'ai déjà croisé sur plusieurs tables rondes et que je suis hyper contente de retrouver cet après-midi. Alors, comme j'ai fait du teasing sur Coloris, peut-être que Amélia, je vais te le laisser nous dire rapidement ce que tu fais, et ensuite, je trouve que je te laisse la parole très rapidement, mais avant d'aller dans le vif du sujet, je trouve que c'est intéressant de vous partager quelques chiffres sur la tech. Je pense que avant la pandémie, en tout cas, c'est sûr, tout le monde a au moins fait un MOOC. Tout le monde s'est dit, OK, vous savez, les moments où on a un peu cet élan de motivation, on veut reprendre un peu sa vie en main, il faut que j'apprenne plus de trucs, il faut que je sois plus opérationnel, il faut que je sois plus à l'aise sur Excel, parce que mon chef m'a fait telle réflexion, quand l'entretien annuel arrive, à ce moment-là, tout le monde veut apprendre un nouveau truc, parce que pour X raisons. Qui n'a jamais fait une formation en ligne? Et Amélia, je te laisse la parole, c'est sûr. Et pourquoi? Le temps. Ok. C'est le temps. Mais il y a des formations très rapides. Des fois, c'est des MOOC d'une matinée. Je fais des semaines de 50 heures. J'ai une famille à côté. Trouver du temps. Voilà, c'est compliqué. Après, voilà. Mais il n'y a pas de problème. Ok. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, et je suis peut-être un peu taquine, mais il n'y a aucun problème pour ceux qui ne font pas de formation en ligne. Mais c'était surtout pour rappeler que, en tout cas, tout le monde aujourd'hui avait cette volonté de continuer à apprendre. Je pense que j'aime bien dire qu'on est dans une société d'apprenants. Aujourd'hui, il y a le moment où ce qu'on a appris entre la maternelle et la fin de ses études, c'est bien et ça a permis peut-être de décrocher des stages et d'avoir le premier job. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour évoluer dans nos carrières, dans la société dans laquelle nous évoluons toutes et tous, il est important de rappeler qu'on va apprendre tout au long de notre vie et que c'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, le numérique nous permettra en tout cas, parce que j'ai envie soit de me réorienter, soit d'acquérir de nouvelles compétences, que je suis obligée de regarder sur le CNED, qui est très bien, mais comment prendre des cours du soir. Il y a en tout cas énormément de formations qui permettent de continuer à grandir, qui permettent en tout cas de gagner en compétences, tout en ayant un travail, tout en ayant une vie de maman hyper remplie, tout en étant un sportif qui adore faire plein de choses. En tout cas, il y a toutes ces formations-là aujourd'hui qui nous permettent d'évoluer. Et avant de laisser la parole à nos intervenantes qui ont plein de choses plus intéressantes que moi à raconter, j'avais envie quand même de vous partager quelques chiffres que j'ai trouvé extrêmement intéressants. C'est qu'on a eu aujourd'hui, entre ces 3 dernières années, le nombre de EdTech, de startups qui se sont spécialisées dans l'éducation a augmenté de 47%. Donc je trouve que c'est un chiffre qui est intéressant et que ça montre un peu qu'on n'est pas juste en train d'avoir une discussion parce qu'on s'ennuie cet après-midi, mais qu'on parle quand même d'une vraie économie, d'un vrai business et qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et en termes de levée de fonds, on a quelques belles boîtes françaises. Je trouve qu'on a toujours tendance, les Français, moi la première, à se dire c'est mieux aux États-Unis, c'est mieux chez les Anglo-Saxons, tout le monde est mieux que nous, mais c'est pas toujours vrai. On a de très belles levées de fonds du côté de la EdTech en ce moment, et j'avais envie de partager quelques chiffres avec vous que moi j'ai trouvé intéressants. 360 Learning qui a levé 200 millions, donc je trouve que c'est intéressant. 200 millions en 2021. Arnica qui a levé 100 millions en 2021. Open Classroom qui est peut-être plus connu un peu pour tout le monde, c'est 70 millions, ou encore Klaxoon qui a levé 50 millions en 2018. Ça fait 4 ans, mais ça montre en tout cas qu'il y a eu de belles levées de fonds. Donc ça veut dire que les investisseurs aussi ont compris qu'il y a un intérêt et qu'en tout cas on parle vraiment d'un écosystème qui est, à mon sens, en train de se structurer. Mais en tout cas, Anne-Charlotte en parlera bien mieux que moi. Amélia, maintenant que j'ai raconté tout ça, raconte-nous ce que tu fais avec Coloris. Bien, déjà, bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment très émue déjà de constater autant de femmes pour parler de tech ce matin. Voilà, quand on sait les difficultés qu'on a et les chiffres
qu'on observe sur les femmes dans la tech. Voilà, merci à toutes d'être là. Donc, je suis effectivement la cofondatrice de Coloris. Donc, Coloris, c'est une méthode qui permet d'initier les enfants de 3 à 8 ans à la programmation, à l'informatique, à la technologie, avec la particularité de n'utiliser aucun écran. Donc, on s'appuie... je vais donner quelques exemples, parce que souvent on me dit « hein ?» En fait, on s'appuie tout d'abord sur une narration, sur un conte qu'on lit aux enfants, qui met en scène un petit garçon et une petite fille qui vont vivre des tas d'aventures au cours desquelles on va distiller les grands concepts de l'informatique, les algorithmes, le système binaire, la logique booléenne, jusqu'à leur parler d'intelligence artificielle. Et on va leur permettre ensuite, à l'issue de la lecture de ce conte, de manipuler les concepts par des activités qui leur sont familières, comme le découpage, le collage, le coloriage, voilà, des activités de motricité globale qui sollicitent leur corps, de manière à ce qu'ils puissent appréhender ces notions et développer leur esprit critique sur ces sujets dont ils sont aussi utilisateurs. Aujourd'hui, on est présent dans une centaine d'établissements. On travaille beaucoup avec les villes, les collectivités locales. On est dans une 50aine de villes en France, avec la volonté de travailler particulièrement avec ces acteurs qui nous permettent d'initier des enfants issus de tous les milieux, issus de tous les territoires, et pas uniquement les enfants dont les parents auraient les moyens. Pour finir la présentation de Coloris, je dis souvent qu'on est effectivement très inclusif. On est si inclusif qu'on est même présent dans les quartiers chics. Voilà, c'est un peu notre petite blague. Voilà, Coloris, on arrive à être aussi bien à l'école alsacienne que dans la campagne de la ville de Vichy ou à Montreuil. Voilà, donc c'est un peu aussi notre fierté d'avoir réussi à construire ce modèle le plus inclusif possible. Très bien, merci. Anne-Charlotte, tu vois, tout à l'heure, j'étais en train de dire que tous les chiffres sont ouverts, il se passe plein de choses. Toi qui travailles justement, qui connais plutôt très bien cet écosystème, qu'est-ce qui justifie un peu justement toute cette évolution ? Yes, merci beaucoup. Pour revenir sur les chiffres que tu as donnés en termes de levée de fonds, et après je pense que peut-être Coloris, Amélia en parlera mieux que moi, c'est vrai que les grosses levées de fonds restent encore cantonnées au marché de la formation professionnelle. Il y a 3 segments de marché pour la tech en France. Les entreprises qui créent et inventent des solutions numériques pour former les adultes, celles qui créent et inventent des solutions pour former dans le supérieur, donc à l'université ou dans des écoles privées, et celles qui créent des solutions pour former dans la formation scolaire et initiale, école primaire, collège et lycée. Et aujourd'hui, même si le secteur est extrêmement attractif pour les investisseurs privés, c'est vrai que ça se cantonne quand même les levées spectaculaires comme celle que Fabiola nous a énoncée au marché de la formation professionnelle. Et 60% des EdTech en France ont moins de 10 employés, ont des chiffres d'affaires inférieurs à 500 000 euros et ont encore des difficultés à lever en amorçage et en série A. Donc je pense que c'est à relativiser. On est évidemment dans une période extrêmement faste pour l'enseignement par et au numérique pour plusieurs facteurs. La crise sanitaire, on a tous été coincés chez nous, donc on a tous compris l'importance du numérique à la fois pour la continuité pédagogique mais aussi pour le maintien du lien social. Donc il y a un vrai changement de mentalité qui s'est opéré, que ça soit dans le corps enseignant, dans le monde du travail ou au sein des foyers. 71% des Français sont favorables à l'intégration d'outils numériques dans les méthodes d'apprentissage à l'école. Donc la crise est un premier facteur explicatif. Ensuite, il y a aussi une vraie nécessité, notamment dans le supérieur, pour les établissements, d'être attractifs, d'aller séduire les jeunes, d'aller proposer une vraie expérience de vie étudiante, une vraie expérience d'apprentissage sur des formats plus flexibles, plus impactants. Et ça, le numérique le permet. Donc il y a aussi une sorte de course aux jeunes, à la chasse aux jeunes pour les établissements du supérieur. Et le numérique est un moyen d'être plus attractif et aussi plus efficace en termes d'apprentissage. Et enfin, dans le monde professionnel, comme on le sait tous, le travail a changé. Le télétravail est omniprésent. On est dans un monde de plus en plus flexible. Il y a l'essor du CPF. On considère que tout le monde peut apprendre, quel que soit son âge, quel que soit son milieu social, quel que soit son lieu de vie. Donc CPF plus la compréhension par les grosses entreprises que la formation était quelque chose d'essentiel. 85% des métiers de demain n'existent pas. On a tous des compétences qui deviennent obsolètes un peu plus chaque jour, moi la première. Et donc cette combinaison de facteurs sur les 3 pans de notre vie d'apprenant font vraiment en sorte que l'écosystème soit hyper dynamique. Et aujourd'hui, il y a 500 entreprises EdTech en France. Ça représente un chiffre d'affaires qui est d'un peu plus d'1 milliard. C'est énorme. Et je pense qu'on est au tout début du processus. Donc on pourra en reparler si vous voulez. Quand on se parlait, tu me disais que justement, à horizon 2025, on parle quand même de 500 milliards. Et c'est aujourd'hui, il n'y a que 7% justement qui est déjà exploité. Selon toi, aujourd'hui,
On vient de dire que les belles levées de fonds avaient été plutôt du côté de la formation professionnelle. Il manque quoi selon toi ? Alors, c'est vrai que ces chiffres sont intéressants parce que l'éducation, c'est un marché. Comme tout pan de la société, c'est un marché. Et avant la crise, on estimait le marché mondial de l'éducation à 325 milliards de dollars. Après la crise, il a été réévalué et maintenant, on l'estime à 500 milliards de dollars. Pourquoi ? Mais c'est pratiquement x2. Franchement, c'est assez dingue. C'est parce qu'on se dit, OK, en fait, maintenant, tout le monde a compris qu'on allait devoir apprendre tout au long de la vie. Et ça paraît un peu évident, mais en 2019, on ne disait pas ça, en fait. Enfin, 42 le disait, mais nous, on ne le disait pas. Et du coup, sur ce marché, seulement à peine 10% du marché mondial de l'éducation est digitalisé. Or, avec les flux de population qui s'intensifient, avec les métiers qui se transforment, avec la technologie qui s'améliore, l'intelligence artificielle qui va permettre un apprentissage de plus en plus personnalisé, ces 10%-là, ils vont à un moment donné peut-être être potentiellement 100%. Ça ne veut pas dire qu'on sera tous derrière un ordinateur, mais ça voudra dire que le numérique sera présent dans tous les apprentissages que l'on partage. Donc évidemment, on est au début du processus, et qu'est-ce qui manque ? Je peux donner quelques pistes, mais je tenais juste à souligner qu'il y a aussi un vrai engagement de la part des entrepreneurs aujourd'hui pour innover, pour se lancer dans ce segment de marché. Donc sur les 2 dernières années, donc en pleine crise sanitaire, en 2020 et 2021, il y a eu pratiquement 90 entreprises créées dans la EdTech. Donc je pense aussi qu'on a un formidable élan d'envie d'aller proposer des nouvelles choses, d'aller s'engager au service de l'éducation. Et pour réussir à tenir la barre et avoir des entreprises françaises qui soient capables de s'exporter et de faire rayonner nos savoir-faire pédagogiques, il faut plus d'investissement. Il faut que les entrepreneurs, les investisseurs privés comprennent que l'éducation est un segment aussi attractif que la fintech, que la green tech, que la health tech. On le prouve tous les jours. Ça a été compris assez brutalement en 2020, mais je pense qu'il faut vraiment convertir la tendance et prouver que justement le numérique pour tous, ça commence dès le plus jeune âge, notamment avec des solutions qui commencent dès 3 ans. Donc continuer à séduire les investisseurs et prouver qu'il y a aussi une course. On est français, on est européen, les Chinois avancent énormément, les Américains avancent énormément. Si on veut que notre école continue à avoir l'esprit français qui la guide aujourd'hui, il y a une course à la technologie qui évidemment est enclenchée. Ok, merci, très clair pour moi. On observe une vraie volonté du côté du gouvernement aussi avec le Demos. C'est en tout cas un programme qui invite en tout cas l'enseignement supérieur à travailler avec les entreprises du numérique. Vous êtes chacun et chacune surtout sur le terrain et vous travaillez encore avec des acteurs traditionnels. Comment se passent les échanges avec eux ? Je te regarde, toi Sophie. C'est 42 a un programme avec l'éducation nationale, l'idée de justement comment se passent ces échanges. Est-ce que c'est des acteurs qui sont très friands de tout ça, ou est-ce qu'il y a encore un truc oui les gars mais attention. Donc la question piège c'est pour moi. On fera un tour de table. Allez, promis. je la prends. Je pense un peu en entre-deux. Bonjour à toutes. Vraiment en effet très contente de vous voir et de vous voir aussi nombreuses. Donc oui, on a lancé avec l'éducation nationale une expérimentation. Le principe a été assez simple en fait. Je suis allée voir Blanquer en lui disant alors il y a un vrai gros problème, il faut absolument mettre l'informatique. Quand je parle de l'informatique, c'est pas que le code, c'est vraiment comprendre ce qu'on appelle la littératie numérique, un peu, mais en fait c'est juste comprendre c'est quoi mon image sur internet, comment je la gère, si on vote par internet, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi se faire hacker, enfin tous ces trucs là quoi, juste pour que en fait nos enfants deviennent des citoyens en capacité d'exercer leur citoyenneté vraiment. Et c'est dramatique parce que vous le voyez bien et on le voit justement chez les personnes qui n'ont pas été acculturées à l'informatique, il y a quand même parfois des difficultés. Et puis la plupart des métiers demande maintenant d'avoir des compétences et ça va être de pire en pire, tout se digitalise. Donc en fait, les métiers super qualifiés, il va falloir avoir des compétences en informatique. Donc l'idée était de le voir, de lui dire ça va être compliqué parce que former 50 000 profs, ça va pas être simple, ça coûte beaucoup d'argent. Et alors de vous à moi, quelqu'un qui a été formé au développement informatique, il fait pas prof. Le premier salaire à la sortie de 42, c'est 40 000 euros annuel, premier salaire. Donc, qu'est-ce que tu veux quand tu as quelqu'un qui a ces compétences-là, qui peut avoir un métier hyper flexible, il va bosser où il veut, comme il veut, dans n'importe quel secteur, en face, lui dire alors sinon il y a prof, c'est super, tu vois. Ah non, ça marche pas. Donc, c'est pour ça que c'est difficile d'ailleurs de recruter des profs dans ce domaine-là. Donc, on lui a dit je vous propose une solution à 0 balles. Ça vous coûtera que dalle, rien du tout. Il faut juste qu'il y ait dans les classes, normalement c'est censé être le cas dans toutes les écoles républicaines, il faut qu'il y ait des ordinateurs ou des tablettes, au moins un truc quoi. Et donc voilà, donc on a développé, ça s'appelle IOTA, I-O-T-A, ça voulait dire informatique ouvert à tous les apprenants de mémoire.
Et en fait, l'idée, c'est de faire une expérimentation sur le cycle 3. C'est ce qu'on appelle CM1, CM2, 6e. Au début, moi, je m'attendais plutôt à faire un truc au collège. Mais comme ils disaient non, mais l'éducation nationale fait déjà des trucs, c'est un peu comme ton précaré. Genre, on est déjà sur le terrain, alors ce qui vous reste, c'est ça. J'étais OK. Et en fait, finalement, c'est vachement bien. On s'est dit, mais oui, c'est un bon moment, en fait, pour commencer avant le collège. Déjà, avoir un petit peu avoir coloris, puis ensuite Iota. Alors là, ça changerait vraiment tout. Mais bon, et donc l'idée, c'est de mener cette expérimentation. On a 30 écoles témoins qui ne participent pas, qui s'étaient déclarées voulant participer. Malheureusement, il nous faut des écoles témoins. 30 écoles qui participent et on fait des évaluations. C'est aussi un truc super important pour prouver après à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on a fait. Et donc, c'est des évaluations qui sont faites sur des compétences cognitives. Donc, a priori, oui, on leur a appris à coder, à comprendre des trucs, qu'est-ce que c'est qu'une image, etc. Donc, ça devrait aller. Mais comme la méthode sur laquelle on s'appuie, puisque comme je vous disais, on n'a pas formé de prof. En fait, c'est une méthode qui est un peu en hybride, qui est un peu comme 42, qui est très très comme 42, mais il ne faut pas trop le dire, et où en fait le prof n'a pas besoin d'exercer son rôle en tant que prof, mais plutôt en tant qu'animateur. Il est là pour s'assurer que les enfants sont là ensemble, qu'ils s'entendent correctement. Mais en plus, il y a plein de trucs intéressants et intelligents à paramétrer, parce qu'en fait, ça s'appuie sur le peer learning, l'apprentissage pair à pair, c'est-à-dire que les enfants entre eux apprennent entre eux, se corrigent entre eux et avancent entre eux. Mais je vous jure, on est en train de mener une expérimentation, vous verriez ces enfants, mais ils ont des étoiles dans les yeux, c'est le moment où ils sont tellement contents. On nous a même reproché qu'après ils disent « ouais, j'ai joué ». Ah non, hein, ça c'est mal, faut pas dire « j'ai joué ». Faut dire « t'as appris », visiblement c'était l'enfer, pas trop. Et donc, puis ils se découvrent. Et en fait, pour nous, c'est... Le but, c'était pas que de mettre du code à l'école et de l'informatique à l'école et tout, c'était aussi mettre un peu le verre dans le fruit et avoir une autre forme d'apprentissage. Un apprentissage où ces enfants, ils se regardent, ils apprennent que quand ils sont différents, c'est super, parce qu'en fait, c'est parce que tu es différent que je vais apprendre des choses. Et on est pareil, on va pas apprendre grand-chose. Ils apprennent à se respecter, à travailler ensemble, à comprendre qu'être ensemble, c'est une force. C'est un peu le système éducatif canadien, non? Le même système à peu près. Alors, je ne savais pas. C'est pour ça qu'ils sont si fantastiques au Canada. Parce que franchement, j'y suis allée, j'étais là, mais c'est quoi ce pays où ils sont tous gentils et sympas? Qu'est-ce qui s'est passé chez eux? Je sais pas, alors, ça doit venir de là, peut-être. Mais en tout cas, oui, parce que c'est pour induire une histoire, un respect, en fait. Et donc, on a les évaluations cognitives et les évaluations sur des compétences dites non cognitives qui sont, est-ce que ces enfants, ça les a rendus plus solidaires déjà? De travailler ensemble. Est-ce que ça les a rendus plus pugnaces? Est-ce qu'ils sont moins sensibles aux stéréotypes? Et voilà, donc on va mener ça encore pendant 3 ans. Et en plus, c'est génial parce qu'il y a un système où on peut faire, même si tout le monde n'a pas participé, on peut vraiment les faire travailler ensemble, CM1, CM2, 6e. Et quand c'est fini, le truc, on va le donner au monde entier. Et comme on a 42 campus dans 25 pays pour l'instant avec 42, on en aura encore plus. L'idée, c'est d'aller voir chaque gouvernement et de lui dire, tiens, on vous le donne, c'est gratuit. On n'a même pas besoin que vous disiez que c'est 42 %, on s'en fout. Prenez-le et mettez-le chez vous dans l'éducation, ça vous coûtera rien et allez-y. Voilà, on espère apporter une petite pierre à l'édifice. On verra. Merci. C'est surtout les équipes qui bossent dessus, je leur transmettrai vos applaudissements. Jean, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe justement déjà nous rappeler un peu ce que tu fais avec Connexio? Oui, bien sûr. Non, je pense que je rebondis beaucoup aussi sur les autres sujets qui étaient en fait évoqués, parce que quand on parle par exemple des personnes qui n'ont pas eu en fait justement ces sensibilisations, on travaille beaucoup avec ces publics aussi, parce que typiquement en fait on parle en fait de quelles sont les personnes éloignées du numérique, et je pense que plus ou moins en fait tout le monde est un peu en fait, parce que c'est des tendances, des compétences qui évoluent tellement vite, et je pense que comme aussi Milieu Marjubi en fait a dit au bout d'un moment, en fait je pense que le numérique c'est un TGV, c'est un peu déjà parti. Et si vous n'êtes pas dans le train, vous êtes un peu en fait laissé de côté. Et ce qu'on voit, c'est que, par exemple, on travaille beaucoup avec les publics qui sont en fait à un différent niveau exclus du numérique. Et donc, ça commence par exemple sur les bases, sur vraiment en fait les compétences qui peuvent toucher en fait des questions d'accès aux doigts, parce qu'on voit de plus en plus toutes nos démarches administratives, ça passe en ligne. Et au début en fait de crise aussi, on travaille avec plus de moitié de nos publics, soit en fait ils n'étaient pas équipés en termes d'ordinateur, ou ils n'avaient pas la connexion pour continuer des parcours de formation. Et on peut imaginer en fait qu'aujourd'hui, c'est 90% d'emplois en Europe qui nécessitent les compétences numériques de base. Donc, c'est des freins énormes quand on parle aussi d'inclusion socio-professionnelle. Donc, je pense que pour nous, ce qu'on voit, c'est vraiment le numérique, c'est vraiment une couche dans la vie pratique, la vie professionnelle. Et notre objectif, c'est de vraiment accompagner des gens, vraiment dès le base, pour déjà diagnostiquer les types de besoins ils ont,
Ensuite, en fait, les aider en fait sur les parcours, l'acculturation numérique, plutôt pour les adultes. En fait, on travaille beaucoup avec aussi les jeunes de mission locale, des personnes qui sont en reconversion, des personnes en chômage aussi. Mais l'objectif, c'est de les orienter, en fait, les aider en fait à acquérir ces compétences de base. Et ensuite, on a aussi des piliers de formation chez nous qui sont plutôt aussi pour découvrir les métiers numériques. Ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de stéréotypes, et je pense que aussi c'est une des raisons pour lesquelles on soit là aussi aujourd'hui, que quelquefois on voit pas en fait beaucoup de rôle modèles dans l'écosystème qui sont un peu comme nous. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est encore ça en fait dans certains écosystèmes de start-up bien sûr, et on va essayer de briser en fait ces stéréotypes et on essaie de faire ça en fait par pas mal de parcours découverts. En fait, quels sont en fait dans en fait des mini-blogs de 10-20 heures, on a des parcours de sensibilisation chez Connexio pour devenir développeur, technicien de système et réseau, de comprendre un peu les bases. Comme ça en fait, c'est de vraiment en fait vous aider en fait à avoir l'appétence pour le métier. Sans en fait avoir le risque. En fait, vous pouvez en fait faire un parcours découvert et dire que peut-être c'est pas pour moi, mais au moins ce fait de pouvoir tester, de découvrir, c'est très important pour nous. Et donc en fait, et après on amène aussi des personnes dans les parcours certifiants. Pour nous, on a plusieurs en fait titres professionnels aujourd'hui qui amènent jusqu'à un bac+2 avec un stage ou alternance à la clé. Donc pour nous, c'est vraiment en fait de commencer avec les bases, vraiment travailler avec des personnes pour comprendre les besoins de base et les amener dans un parcours. Donc c'est un peu large en termes de nos piliers et on travaille beaucoup aussi avec d'autres écoles, des partenaires en fait dans l'écosystème. Voilà, et je pense peut-être pour répondre en fait justement à ces questions de comment on travaille aussi beaucoup avec les partenaires publics. C'est très important nos interlocuteurs de terrain parce que les pôles emploi, les maisons d'emploi, les missions locales, c'est très important aussi pour nous de faire comprendre quels sont les enjeux. Et quelquefois en fait, on fait aussi de travail de sensibiliser des acteurs d'emploi. En fait, on avait eu le cas où il y avait des devis de formation qui étaient rejetés par en fait certains conseillers parce qu'ils ont pensé mais cette personne ils n'ont pas fait en fait tel ou tel parcours et donc je vais pas valider le parcours parce que je pense c'est pas quelqu'un qui va vraiment réussir. Et je pense pour nous d'avoir ce type de réjection, pour nous d'aller se battre pour dire non. C'est pas en fait que vous avez en fait dû faire en fait un bac scientifique, un bac en maths pour pouvoir en fait accéder à un métier dans le numérique. Si vous avez l'appétence, vous êtes vraiment en fait persistante parce que c'est ça qu'il faut. En fait, vous pouvez réussir. Et donc je pense qu'on fait on fait ça aussi, ce travail de sensibilisation sur le terrain en fait auprès des différents acteurs d'emploi. Et on fait aussi justement beaucoup d'activités en fait avec les personnes dans en fait les différentes agences locales pour justement faire comprendre. Et aujourd'hui justement, en fait, on travaille aussi avec des grands acteurs au niveau de l'État national. On a en fait des projets qui sont des plans d'investissement dans les compétences, qui sont sur plusieurs régions. Et l'objectif, c'est d'avoir beaucoup de parcours qui vont aider des gens en fait à aller en fait dans différents niveaux, sensibilisation, parcours d'équipe, jusqu'à des formations certifiantes. Mais je pense que c'est vraiment en fait un travail en fait, comme la phrase on dit, it takes a village. Vraiment en fait, c'est beaucoup des acteurs eux-mêmes qui doivent aussi être alignés en termes de valeurs, avoir en fait les bonnes visions sur les profils qui peuvent réussir dans les métiers. Ok, très bien. On va revenir sur un point où tu disais justement que tu as quelqu'un qui n'a pas voulu valider une formation parce qu'il se disait au début, il n'a peut-être pas les bons critères. Ça fait écho avec ce que Sophie me disait quand on a préparé l'échange à un moment. Il y a beaucoup de stéréotypes en fait. C'est pas forcément un truc de mec, c'est pas forcément un truc de personne scientifique. On va revenir sur ce point juste après. Mais Amélia, je te regarde parce que je voudrais que tu me dises comment ça se passe toi justement avec les acteurs traditionnels, avec juste qu'on finisse un peu parce que j'aimerais bien comprendre un peu en se disant, ok, on a montré que c'était top, on a montré qu'il y avait des nouvelles formations. Mais c'est intéressant de savoir de l'autre côté finalement, parce qu'on peut créer toutes les formations qu'on veut, sauf que si les écoles sont pas prêtes à les accepter, je pense qu'on se tourne un peu que c'est le serpent qui se mord la queue. Donc comment se... Alors je vais la refroidir. Alors pour rebondir effectivement sur ces différents sujets, nous on a bien observé l'écosystème des acteurs publics pour savoir comment l'appréhender, parce que c'est pas une mince affaire, et on s'est aperçu qu'effectivement pour nous, le ministère de l'Éducation nationale, c'était trop gros, c'était un mammouth trop difficile à appréhender. On n'était pas l'école 42. Et ce qu'on a surtout observé, c'est que finalement, quand on regarde le temps de la vie de l'enfant, il y a la moitié de ce temps, grossièrement, qui est consacré au temps scolaire et qui est donc dépendant du ministère de l'Éducation nationale. Et il y a l'autre moitié du temps qui est du périscolaire. Et ce temps périscolaire dépend directement des villes. Et même si elles sont nombreuses en France, on en compte
voilà, 36 000. On s'est dit que finalement, c'était plus simple de voilà, mettre en place une stratégie optimisée de prospection des villes, de leur expliquer qu'en fait, ce temps périscolaire peut aussi être mis à profit dès lors quand on est dans une approche ludique. Nous, voilà, on revendique que les enfants jouent. Et voilà, si tout le monde pouvait apprendre en jouant, ce serait quand même formidable, et à tout âge d'ailleurs. Donc voilà, on revendique que les enfants puissent bénéficier de ces activités-là sur ce temps périscolaire. Et nous, on travaille avec ces acteurs-là. Et moi, j'adore travailler avec ces acteurs parce que ce sont des personnes qui sont vraiment directement sur le terrain, qui ont un impact, alors pas national, mais très local, mais qui est tout de suite tangible, tout de suite mesurable, tout de suite mis à profit. Enfin, moi, j'ai des communes comme, voilà, je peux prendre plein d'exemples, mais par exemple, Créteil, ils m'ont appelé le jeudi en me disant, est-ce que vous pouvez être disponible lundi dans 5 écoles ? Et hop, le lundi, on était dans 5 écoles. Enfin, voilà, on a une facilité administrative avec ces acteurs qui est assez formidable. Ok. Anne-Charlotte, quand on préparait l'échange, tu me disais, en fait, c'est pas tant qu'ils n'ont pas envie, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, c'est compliqué de bousculer un programme, quoi. Même si tout le monde comprend les enjeux, mais en tout cas, la machine administrative est encore assez lente. C'est assez lent, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui décident sur des pans différents. Par exemple, les personnes qui vont décider des programmes ne sont pas les mêmes personnes qui vont décider de la formation des enseignants, qui ne vont pas décider du recrutement des enseignants. Donc, il y a beaucoup de décideurs et de têtes là-haut. Et après, évidemment, les choses changent, mais il y a plein de choses extrêmement simples à mettre en place que nous, on pousse et qui sont des réformes de manière très simple. Donc, par exemple, un directeur d'école primaire n'a pas d'autonomie financière pour équiper son école en ressources numériques éducatives ou en équipement. Ça doit forcément passer par la commune. Pareil, le collège, ça passe par le département, le lycée, ça passe par la région. C'est quand même assez simple de faire un vrai statut administratif de directeur d'établissement primaire et de lui donner un budget fléché pour le numérique et pour la formation de ses maîtres et maîtresses. Hyper simple à mettre en place, on le porte très facilement. Pareil, on a réussi à mettre en place un chèque culture, un chèque énergie, des modèles d'achat qui sont simples pour éviter de passer par les marchés publics, etc. On pourrait se dire que chaque enseignant du collège et du lycée en France a un budget numérique dédié par an, un chèque EdTech, qu'il pourrait utiliser auprès d'entreprises certifiées par le ministère dans toute sa liberté pédagogique. Et c'est simple, ça reconnaît le rôle de l'enseignant, ça reconnaît la spécificité de sa classe et ça permet à des entreprises d'avoir accès à un vrai marché. Et si l'élève n'aime pas, si l'enseignant n'aime pas, il n'y a pas de retour plus honnête, tant pis pour l'entreprise, elle améliore son produit et elle revient. Donc c'est des choses qui sont simples à mettre en place. Pareil, le CPF, c'est génial. Tous les salariés de France ont droit à se former, notamment aux compétences du numérique. Il y a un grand plan en ce moment, ça s'appelle Plan d'investissement France 2030. On veut former les Français aux compétences et métiers d'avenir. Génial, il y a, je crois que c'est 3 milliards, si je ne dis pas de bêtises. C'est super. 2,5 ? 2,5, bon allez, presque 3. C'est super, mais on oublie les 1 million d'enseignants et les fonctionnaires publics. Les fonctionnaires publics sont des personnes qui font tenir l'État français à tout niveau. Et bien ces personnes-là, elles ont un CPF en heures. Quand vous avez un CPF en heures, vous pouvez vous former auprès d'acteurs qui ne sont pas forcément les plus innovants sur le secteur du numérique. Et du coup, aussi, on vous dit, vous devez vous former uniquement dans votre corps de métier. Alors que peut-être que moi, je suis enseignante et j'ai envie d'apprendre le chinois. Ça n'a rien à voir avec mon métier, je suis prof de maths, mais ça me ferait plaisir d'aller apprendre le chinois. Du coup, mettre un CPF en euros pour tous les enseignants de France, ça leur permettrait d'aller se former auprès d'acteurs du numérique ultra innovants et de leur donner la liberté de se dire, vous avez le droit d'aller acquérir les compétences de demain et tant pis si ce n'est pas pour un exercice précis de votre discipline dans votre salle de classe. Donc c'est des choses comme ça qui sont simples, anecdotiques, qui ont été poussées auprès des gens qui doivent les entendre. Donc peut-être que ça se passera bien, je l'espère, mais en tout cas on est quand même, c'est ok, on est la France, on a une énorme machine administrative, mais il y a quelques réformes faciles à faire, d'autres pays les ont faites, je pense qu'on est tout à fait prêt pour les faire aussi. Très bien. Anne-Charlotte, on peut se voir la semaine prochaine. Yes. En fait, on m'a demandé de faire partie du comité de pilotage, les 5 du plan France 2030. Ah, parfait. J'ai plein de notes à te faire passer. C'est très bien. C'est super. J'ai plein de documents. C'est pour ça que je savais que c'était 2,5 milliards. Je disais, wow, 2,5 milliards, super, on va faire plein de trucs. Et du coup, voilà. Ok.
Très très bien. C'est intéressant qu'on se rende compte qu'en fait que les métiers du numérique en tout cas permettaient d'une part d'aller vers des postes qui sont extrêmement intéressants. Dans la conférence juste avant, on rappelait quand même que c'était des postes qui n'étaient pas là. On rappelait que c'était des postes qui étaient quand même plutôt très bien payés. Je pense que tout le monde veut être bien payé ici, en tout cas j'espère. Mais en tout cas surtout que comme par exemple le projet Connexio qui permet de lutter contre l'illettrisme numérique. Par exemple, je pense au projet Coloris qui permet en tout cas de pouvoir être déployé sur des zones qui vont être un peu éloignées. Sauf qu'on a un vrai grand problème, c'est que les femmes sont souvent peu présentes, même si effectivement aujourd'hui on a la chance d'avoir un panel très féminin, mais je suis très contente de ça, mais on se rendait compte quand même que dans les métiers, en tout cas dans la formation et dans les métiers du numérique, les femmes étaient encore peu présentes en se disant que des fois elles avaient l'impression que c'était pas forcément des formations qui étaient forcément toujours très inclusives. Je sais que par exemple chez 42 vous avez eu un gros projet de féminiser un peu ces métiers-là. Comment ça s'est passé un peu chez vous ? Bien, alors, on a beaucoup plus de femmes, mais ça a demandé beaucoup de travail de la part des équipes, c'est-à-dire que je vois arriver les équipes com et pas que, les équipes pédago. Merci encore Charlie pour tout ce que tu as fourni comme effort. Moi, je voudrais juste rappeler qu'en effet, il y a un vrai... D'abord, on est dans une situation ubuesque parce que vraiment, il y a genre un marché qui recrute et il n'y a personne. Mais c'est pas des métiers horribles, quoi. C'est pas genre, faut aller à la mine, c'est dur et donc... Non, c'est des métiers super, c'est hyper marrant, c'est vraiment fun, hein, vraiment de coder, c'est très marrant. Travailler avec plein de monde, t'es autonome, t'es super bien payé, t'as des super belles carrières, tu peux travailler dans n'importe quel pays, tu peux travailler de chez toi. Et en fait, en face, il y a des gens qui n'y vont pas que pour des mauvaises raisons. Et ça, c'est terrible. Et en fait, ces mauvaises raisons, elles viennent d'eux. Pour vous, c'est quoi, à votre avis, pour pouvoir coder, il faut quoi ? Bon, ça, on la partage tous, je pense, un peu quand même. Mais qu'est-ce qu'on se dit toujours ? Pour pouvoir coder, il faut être... Alors déjà, il faut être un mec, en général. Bon en maths, voilà. Alors, 78% des gens pensent qu'il faut être bon en maths pour coder. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous savez comment on dit ? On dit un langage de programmation. C'est quand même fou, quand même. Ça s'appelle un langage de programmation. Pourquoi on se dit pas, les gens qui sont bons en langue peuvent faire de la programmation ? Non, il faut être logique. Ça, c'est vrai. Il y a une certaine logique à avoir. Et malheureusement, quand on est dans une société socio-sexuée, on s'imagine que les nanas, c'est bien pour prendre soin de la communauté et des autres et tout ça. Et les mecs qui font des maths et des trucs abstraits, et ben, du coup, la plupart du temps, quand j'ai aux filles, on fait un test qui font ah non, mais ça vient d'où ce truc ? Mais on a tous de la logique. Donc c'est de la logique. Mais c'est pas du tout des maths. Des maths, c'est surtout quand vous faites de l'IA, il peut y avoir encore, vous pouvez même utiliser des maths sans même tout comprendre, c'est pas très grave. Donc c'est faux, c'est pas vrai. Il faut pas être super bon en maths. 78% pensent que les formations sont toutes très chères. 42, toute la grande école du numérique, c'est gratos. Que c'est fait que pour les jeunes. Mais pas du tout. On a plein de personnes en reconversion ici qui sont pas jeunes, c'est-à-dire ouais, salut. Ouais. Et pour qui ça marche très très bien. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? La pire en fait je trouve que celle dont on ne parle jamais, qui est, je pense, le pire des stéréotypes. En fait, tout ça vient de... Pardon, j'essaie d'être rapide, mais avant les années 80, il y avait plein de nanas dans l'informatique. Alors, c'était des laboratoires, t'avais des énormes ordinateurs, on branchait des câbles, comme ça, on faisait des trucs. Et les nanas, on appelait ça des calculatrices. On est toujours dans le même monde, hein, vous inquiétez pas, c'est les mecs qui dirigeaient les labos et tout ça. Et du coup, c'était pas très bien vu, en fait. C'était pas très reluisant, c'était pas très valorisant. Les mecs, ils allaient faire autre chose. Et puis, dans les années 80, il y a eu l'avènement de l'ordinateur individuel, le petit PC, là, qui a été offert évidemment à des garçons, parce que je vous rappelle, les filles, elles font la cuisine, elles se prennent soin des autres, les mecs, ils font les nouvelles techno. Et donc, comme c'était considéré comme un truc, une technologie innovante, hop, ça a été donné aux petits garçons. Aux garçons plutôt ados, 7 ans trop petits, 20 ans trop grands, donc plutôt à des adolescents. C'est ce qui a créé la communauté geek. Et la communauté geek, elle vient des années 80. Comme tout d'un coup, tu as un marché qui apparaît, tout s'organise autour, avec le marketing. C'est quoi ? C'est les petits gamins qui ont 12 ans, on va leur donner des flingues, de la baston, et donc tu vas avoir plein de jeux qui sont je tire, je fais de la baston, des trucs de mecs, quoi. Et petit à petit, c'est créé ce fichu truc qui s'appelle donc le geek, qui est un stéréotype. Le geek, c'est quoi ? C'est un teenager, un ado, plutôt blanc, qui est pas très bon en sport, qui est maladroit avec les nanas, et surtout, qui est passionné d'informatique. Il est passionné d'électronique, c'est la passion, quoi. Il fait ça tout le temps. Ouais, mais ce truc-là, en fait, c'est l'enfer. Et c'est vraiment ça qui fait que, du coup, pour beaucoup de personnes, que ce soit pour de très nombreuses femmes ou des personnes qui font « Ah, moi, je suis pas passionnée. Je peux pas aller là-dedans, c'est pas ma passion, je suis pas passionnée. » Alors que c'est n'importe quoi. Et du coup, ça a tatoué l'informatique, et tout le monde se dit, pour pouvoir y aller, il faut... Mais non, en fait, pas du tout. Donc, je rappelle souvent à Kuala Lumpur, 60% des informaticiens sont des informaticiennes.
Elles font très bien leur taf, ça se passe très bien. Je suis pas du tout sûre que le soir, elles sont en train de geeker, en train de jouer à GTA et tout ça. D'ailleurs, je suis quasiment sûre que non, quoi. C'est un boulot, c'est un outil qui permet de faire des trucs extraordinaires et c'est un outil qui est très intéressant. Et malheureusement, c'est comme s'il y avait un paysage merveilleux et devant, il y a une sorte d'écran avec un truc dégueulasse et tout le monde dit « Oh, on va pas faire ça ». Et c'est terrible. Donc, je vous en supplie, c'est porter la bonne parole, croyez en vous, croyez que c'est possible. Il y a une fille. Ouais, merci beaucoup. Franchement, c'est applicable dans tous les domaines d'activité, mais c'est essentiellement de la logique, quoi. Complètement. Et puis t'écris des trucs. Je suis passionnée non plus. J'apprécie, je trouve ça chouette, il y a plein de satisfaction, mais je peux pas dire que je suis passionnée et je suis jamais sur un ordi à jouer au jeu de tournée. Et je l'ai jamais été. Il y a une fille qui était rentrée par Pôle emploi et qui a commencé et elle me dit moi informatique j'en ai rien à foutre, hein. Rien à foutre complètement, mais je voulais venir chez vous parce que moi j'en ai marre d'avoir des profs qui me disent quoi faire, qui m'expliquent, je voulais voir ce que je pouvais qu'est-ce que je valais par moi-même. Et elle continue d'avoir rien à foutre un peu de l'informatique, mais elle est contente parce que elle fait son truc, tu vois, mais elle adore la pédagogie, comment ça fonctionne, et elle est en train d'acquérir plein de compétences, de connaissances, elle aura toujours du taf, elle sera bien payée, elle pourra bosser dans n'importe quel domaine. Tu fais informatique et mode, informatique et assurance, informatique et éducation, c'est partout, en fait, dans tous les domaines. Voilà, j'espère que... voilà, et je vais pas prendre, parce que là, je monopolise le micro, donc je repasse, mais allez-y, il faut vraiment y aller, quoi. Je te regarde, Amélia, mais de toute façon, je pose cette question-là un peu à tout le monde. Est-ce qu'il y a eu des actions, justement, récemment pour féminiser les métiers du numérique qui ont retenu ton attention récemment ? Alors récemment, je sais pas, mais j'ai envie un peu de rebondir sur ce que tu dis et d'éclairer ça aussi d'expérience plus personnelle, mais voilà, sur le fait qu'effectivement l'informatique n'est pas réservée aux jeunes. Moi, j'ai mon papa qui a passé son BTS informatique à 68 ans. Ah, c'est pas moi, c'est mon papa. Je lui transmettrai, il sera très fier. Et là, cette semaine, j'ai rencontré une jeune étudiante en informatique et elle me disait, mais vraiment, je découvre un sujet mais hyper intéressant. Je n'aurais jamais cru que ça pouvait être si intéressant. Et effectivement, je pense que c'est un des freins qu'on a peut-être en tant que femme. On se dit, mais je ne vais pas du tout correspondre à ces métiers, mais c'est des métiers qui sont intellectuellement extrêmement stimulants, en plus d'être émancipateurs financièrement. Et pour éclairer aussi ton propos, moi, il y a une étude, alors pas récente, mais qui m'a frappée, et qui, je pense, effectivement, donne des indices sur pourquoi on en est là aujourd'hui et pourquoi les femmes s'interdisent beaucoup de choses, de l'informatique et d'autres. Il y a une étude qui est parue dans Science en 2017 qui montre qu'à 6 ans, donc à 6 ans, c'est vraiment tout petit, les petites filles se considèrent significativement moins intelligentes que les petits garçons. Mais moi, vraiment, ça m'a fait... ça va glacer le sang, enfin. C'est bien sûr que c'est du... L'éducation qu'elle peut avoir une femme, c'est l'éducation d'une autre femme qui lui le dit à être inférieure à l'homme. Mais bien sûr, mais voilà, nul besoin de vous dire que tout ça est effectivement... Et pareil, pour ce que tu disais tout à l'heure de les femmes sont dépourvues de logique, il y a une autre étude très connue où on présente à des petites filles des tests de mathématiques auxquels elles échouent, et on présente à un autre panel de petites filles ces mêmes tests, mais en les présentant comme de l'art plastique, et là, elles excellent. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la construction. Et pour finir par ce qu'on fait, nous, chez Coloris, ce qui est hyper intéressant avec cette initiation très précoce, c'est que à 3 ans, ça va, on arrive à on va jusqu'à 8 ans, même à 8 ans, on a autant de petits garçons que de petites filles, et les petites filles s'éclatent dans nos ateliers autant que les garçons. Et pareil, on s'appuie sur une autre étude qui a été menée aux États-Unis par Amanda Sullivan, qui est une chercheuse qui a beaucoup travaillé sur justement le genre et la tech, qui montre qu'à 5 ans, un groupe de petites filles, un groupe d'enfants, dont des petites filles qui ont suivi des cours d'initiation à la robotique, donc qui ressemble pas mal à ce qu'on fait chez Coloris, pendant 7 semaines, par rapport à un groupe témoin d'enfants qui n'ont pas suivi cette initiation, ont une appétence aussi forte que les garçons à devenir ingénieurs, versus le groupe témoin où cette appétence est bien moins importante. Donc voilà, on voit bien qu'effectivement c'est un sujet d'éducation, c'est un sujet d'éducation à tous les âges. Tout est possible à tout moment de la vie, bien heureusement, et charge à nous de prendre en charge ce problème. Très clair. Anne-Charlotte ? Je compléterai en disant que le problème est, je pense, compris, identifié, mais les chiffres font vraiment peur. Là, aujourd'hui, c'est les chiffres 2021, il y a 18% des jeunes filles qui passent leur bac qui s'orientent vers des filières techniques ou numériques. 18%. Donc en fait, il faut le renverser. C'est que des hommes, en fait, qui s'orientent vers des métiers qui
vont permettre de construire les produits de demain. Donc là, on est dans un monde où en fait les produits numériques, donc ça peut être du paiement mobile, ça peut être de la réservation d'appartements, ça peut être tout un tas de choses, des assurances en ligne, sont des produits qui sont faits par des hommes, et on adore les hommes, mais les hommes ont quand même, comme toute personne éduquée, des biais. Et du coup, il y a des biais de genre dans les produits de demain. Et donc, ce sont des produits faits par des hommes pour des hommes. Sauf qu'en fait, les femmes, c'est 50% de la population. Du coup, on a un vrai problème qui n'est pas juste un problème d'égalité et d'égalité sociale, c'est qu'on va être dans un monde numérique masculin. Donc ça, c'est quand même un truc assez... voilà, donc il faut se réveiller sur ces sujets. Et aujourd'hui, on a 60% des entreprises de la tech qui ont du mal à recruter des talents. Donc 60%, c'est énorme. C'est pareil, c'est 60% en France, c'est 62% en Allemagne, 64% en Espagne. Donc globalement, on a des entreprises qui ont du mal à recruter et pourtant on se prive de presque 50% des talents. Donc en fait, on est dans un truc qui est complètement absurde. Donc voilà, ça c'est les chiffres à rappeler. Et je voulais passer aussi côté entrepreneur. Le baromètre Sista sur l'année 2021 est sorti, qui montre les chiffres des femmes de la French Tech, donc des équipes féminines dans les entreprises de la French Tech, donc des femmes entrepreneurs qui ont lancé leur entreprise, lancé leur start-up. Et là, nous sommes sur toutes les entreprises de la French Tech, nous sommes à 24% d'équipes féminines à la tête des entreprises de la tech d'aujourd'hui et de demain. Et donc là encore, il y a quand même un vrai sujet parce que je pense qu'il faut inciter au maximum les femmes à se tourner vers ces filières, en étape 1, et ça commence dès le plus jeune âge. Mais il faut 2, aussi pousser les femmes à créer leur entreprise, à se lancer dans quelque chose qui peut être vu comme une insécurité financière, et là où, en tant que femme, on se fait avoir, parce qu'en fait, on a les enfants, on gère notre famille, on gère nos parents, etc. Donc en fait, les charges sont beaucoup plus élevées que pour un homme, c'est prouvé scientifiquement. Et du coup, ça, le côté entrepreneur, je pense qu'on a énormément de choses à faire, des leviers, pareil, de subventions pour des entrepreneurs qui ont des enfants, des choses, mais enfin bref, il y a plein de choses à faire, mais 24%, c'est inacceptable. En France, c'est complètement dingue. Enfin, c'est un chiffre qui devrait nous alerter, mais après, il y a plein de choses géniales, et notamment une association qui s'appelle Become Tech, peut-être qu'il y a des filles qui connaissent dans la salle. Moi, j'étais enseignante en Seine-Saint-Denis avant, et du coup, j'ai pas mal travaillé avec cette association qui part justement de l'importance des rôles modèles, qui prend des jeunes collégiennes, qui les emmène visiter et parler avec des femmes qui sont CEO dans la tech, et du coup de CEO femmes dans la tech à jeunes collégiennes pas dans la tech, globalement on aide à avoir des visions de là où on veut arriver, et ça j'y crois très fort. Il faut des rôles modèles, et il faut des enseignantes aussi femmes. C'est les 2 grands leviers d'action. Il faut avoir une représentation physique à l'école qui vous enseigne l'informatique, et après il faut avoir des personnes qui ont des tafs qui raccordent de l'argent et qui sont intéressants pour qu'une jeune fille elle puisse se dire ok, je peux le faire. Donc c'est 2 gros leviers d'action. Très clair, merci. Jean? Je pense que non, il y avait beaucoup de belles choses qui étaient déjà dites. Pour moi, c'était plutôt de dire ce qu'on voit aussi chez Connexio, ça entre aussi dans les différents aspects des parcours, parce que je pense que c'est vraiment déjà une chose d'avoir des femmes qui sont dans les places dans l'information, mais quelquefois on voit aussi que c'est dans toutes les étapes, la préparation pour les entretiens, où quelquefois on avait eu quand même des cas où on avait des filles qui nous ont dit mais là est-ce que je maîtrise ce langage? Peut-être, mais je me dis non, vous avez fait tout le parcours de formation, vous maîtrisez. Il faut oser et dire je peux, je vais aller jusqu'au bout pour postuler. Donc je pense qu'il y a aussi des choses dans les soft skills qui sont assez importants, qui complètent aussi les aspects techniques des parcours de formation. Et il y a aussi pour nous tout un aspect dans évolution dans l'entreprise aussi, parce qu'on avait eu aussi des cas où il y a des filles qui disent mais je sens un peu tout seule parce que je suis la seule fille dans une équipe de 12 mecs, et c'est pas une culture qui m'accueille. Et comment je fais aussi pour rester, pour évoluer. Et donc je pense qu'il y a quand même un bataille aussi aux côtés des entreprises aussi, en termes de ce qu'elles vont faire aussi en termes de rôle et engagement pour assurer vous voulez ces talents, vous dites vous les trouvez pas, vous n'arrivez pas à les recruter, mais il y a aussi des manières de les aider de sentir acquis dans l'entreprise, et je trouve ça assez important chez nous aussi. Je sais que je vois Jessica, une de nos apprenantes, qui est là aussi, et voilà, tous les apprenants de Connexio qui sont là aussi en force. Voilà. Okay. Je rebondis sur ce que tu disais, Jean, parce que justement j'ai bien compris à quel point c'était important que les femmes puissent se former dans les métiers du numérique. Mais il y a une autre étude, moi, qui m'a marquée, c'est qu'en fait, même quand elles vont dans ces métiers-là, généralement, au bout de 8 ans, elles changent de carrière. C'est-à-dire qu'à 35 ans, au bout d'un moment, elles se rendent compte que c'est pas pour elles. Donc moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on dit aux jeunes femmes qui ont envie de se lancer, mais qui disent, mais en fait, j'ai pas envie de me taper des mecs dans ma formation et dans le monde professionnel où je suis seule, quoi. Fait, qu'est-ce qu'on dit à ces femmes-là? Et tu sais quelle est la première raison?
pour laquelle elles partent? Pourquoi le taux d'attrition il est aussi fort? Vous savez, vous, la première raison? Non. Les blagues sexistes. Putain, c'est les boules. Je disais tout à l'heure, juste une petite blagounette, mais un homme enfermé avec 100 femmes, c'est le paradis, mais une femme enfermée avec 100 hommes, c'est l'enfer. C'est pas de moi, je sais plus de qui. Je sais pas si c'est le paradis. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais moi je crois que c'est pas tout à fait juste. Enfin bon, mais je pense que de toute façon, ouais, c'est une blague. Quand il y a une grosse, enfin, mais quand il y a un déséquilibre, de toute façon, quand tu mets que des meufs et un garçon, c'est quand même compliqué. Non, ça peut être compliqué pour lui aussi. C'est toujours un truc, puis même ton cerveau, il dit pas là. Je crois que je sais pas trop. Je crois qu'il faut parfois se dire que tout à fait, ça va peut-être pas être très juste. Hein, de toute façon, les filles, pas toujours très juste, mais que vous pouvez pas laisser ce genre de choses vous empêcher de faire quelque chose de bien pour vous et pour l'humanité. Je vous le rappelle, hein, si vous le faites pas pour vous, faites-le au moins pour l'humanité, s'il vous plaît. Et ensuite, sinon, c'est vachement important de faire attention à la structure, à qui est à la direction, quelles sont les valeurs, les règles qui ont été mises en place. Voilà, c'est vachement important. On voit à 42, on avait beaucoup de coucou Lila qui est dans nos équipes. Il y avait beaucoup. Alors maintenant, on a eu 33% de filles cette année, c'est beaucoup mieux. Mais même au début, quand je suis arrivée, 14%, c'est sûr qu'il faut immédiatement mettre en place des règles, en fait, des process, et puis pas fait que faire du blabla, c'est des process, des sanctions, faire en sorte aussi d'avoir un climat et de se dire voilà, c'est non, et c'est pas autorisé. Et il faut que la structure soit garante, en fait, de ça. Et après, les choses se passent quand même mieux. Mais sinon, j'ai envie de dire, défoncez tout, osez, laissez rien de tout ça vous arrêter. C'est important, c'est super métier, c'est vraiment, vraiment intéressant, ça vous rend autonome. Et puis voilà, puis c'est le monde de demain. Comme tu le disais très très bien, Charlotte, et juste un truc qui est terrible. Comme tu disais, le monde devient de plus en plus digital. Si on laisse nos petites filles croire que l'informatique, c'est pas fait pour elles, mais juste projetez-vous dans 15 ans. Ça va être quoi? Et puis c'est bon pour personne. Ni même pour les garçons, ils pourraient dire ouais, super, on est au pouvoir, on va tout faire tout seul. Mais en fait, non, parce que vous êtes que tous pareils, donc vous allez vous retrouver, c'est un peu comme de la biologie, quoi. Quand il n'y a pas assez de diversité, on se retrouve comme des cons. Enfin, donc il faut qu'il y ait plus de ça, et puis c'est plus agréable. Même l'atmosphère ici à 42, plus de filles, tout d'un coup, beaucoup plus cool. C'est beaucoup plus sympa. Là, c'est pas une blague, mais si on prend un peu de recul et qu'on regarde à l'échelle d'un pays, les pays les plus égalitaires sont les pays où il fait le mieux vivre. Et c'est pareil à toute échelle, quoi. Les structures dans les plus égalitaires sont aussi celles dans lesquelles il fait le mieux vivre. Donc les hommes aussi ont intérêt à plus d'égalité. C'est bon, vous êtes toutes prêtes? Cool. Anne-Charlotte. Juillet, août, septembre. Yes, moi, j'avais 2 points pour justement montrer aussi que c'est la responsabilité des employeurs, donc des dirigeants d'entreprise, des structures, parce que c'est pas parce que c'est une équipe qui est composée de plus d'hommes qu'une femme ne peut pas s'y sentir bien. Et pour ça, je pense qu'il y a vraiment deux grandes choses à respecter. Un cadre de travail qui soit adapté aux femmes. Moi, j'ai signé quelque chose qui s'appelle le Parental Challenge récemment, qui est en fait une charte qui explique aux employeurs comment créer des horaires respectueux justement de personnes qui peuvent avoir des enfants, comment créer des espaces agréables pour des femmes et des hommes, des espaces aussi peut-être que pour des femmes, ce genre de choses. Et en fait, c'est des petits détails, mais qui sont la responsabilité de l'employeur pour qu'en fait, vous ne vous sentez pas en minorité dans une équipe où il y a plus d'hommes. Donc, et ça c'est possible, hein. C'est pas que c'est des choses concrètes. Et après, il y a aussi un biais énorme dans la rédaction des fiches de poste. J'en parlais avec Chloé Hermary qui dirige une école qui s'appelle Ada Tech School, et elle me disait que elle avait fait des tests en fait de fiches de poste, par exemple en écriture inclusive ou sans écriture inclusive, ou en donnant des exemples très concrets de tâches, parce qu'une femme en fait elle ne postule que si elle est sûre qu'elle sait faire tout bien, qu'elle a déjà tout fait et qu'elle a bien 5 ans d'expérience pile et pas 4 ans et demi. Et du coup, en faisant attention à ces biais dans les fiches de poste, vous arrivez vraiment à avoir des taux de candidature équivalents entre les hommes et les femmes. Donc il y a le recrutement qui est énorme. Après on peut mettre les quotas en avant aussi. Moi, je crois beaucoup à ça, en tout cas pour amorcer le changement. Mais donc, dans la formulation même, la formation littéraire des fiches de poste et dans le cadre de travail, on peut réussir à recréer une égalité parfaite. Si elle n'est pas numéraire, au moins elle le sera dans le climat. Et de fait, si le cadre est posé, et ben une femme sera peut-être plus heureuse de venir travailler, et ainsi de suite. Et ça permet de tendre vers les 50%. Ok, très clair. Jane ?
Je dirais en fait plutôt en fait pour rester en fait assez synthétique à la fin, je pense qu'on a beaucoup de choses en fait à faire encore, mais je pense que en fait on a besoin en fait de vous tous de oser en fait aller encore plus loin et de dire aussi en fait diversité dans les parcours, diversité dans les perspectives. Vraiment en fait c'est un peu notre monde de demain qui est en fait les grands enjeux d'ici 2030. On voit en fait les grandes crises en fait qui se passent un peu dans le monde et je pense qu'on a tous aussi cette responsabilité d'agir et aussi être créatrice d'idées, d'innovation, parce qu'on a besoin de ça et je pense qu'on a en fait on est en manque aujourd'hui encore de diversité d'idées, d'entreprises et des solutions. Très clair. Merci beaucoup, Jen. Est-ce que vous avez des questions? C'est la première. Allez-y. Hyper confidentiel. Mais non, mais je vais te répondre, je vais quand même te répondre. Alors attends, toutes les questions. Donc déjà, les 40 000, c'est pas après le tronc commun, c'est quand tu as le niveau de 21. Donc c'est plutôt quand tu as fait 2-3 ans, enfin quand tu es vraiment allé au bout du parcours. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a des personnes qui partent, mais même avant le tronc commun, déjà parfois parce qu'ils abandonnent, parce que ça peut être difficile, parce que le Covid est passé par là, et franchement, le Covid, ça a été très, très, très difficile. Je vais pas vous mentir, la formation à 42, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours, c'est faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est canon. Tu viens quand tu veux, tu t'organises, mais quand tu n'as pas tellement confiance en toi, que c'est une période difficile, que c'est le Covid, que tu n'as pas d'obligation, ben, ça a été pas facile quand même pour engager les étudiants. Donc c'est vrai que ça a été un peu raide le Covid. Ensuite, les raisons pour lesquelles ils partent, nous on s'adresse beaucoup à en effet des publics. On cherche à aller voir des publics qui sont éloignés de l'emploi, qui sont vulnérables, précaires, etc. Des personnes qui n'ont pas le baccalauréat. Quand tu es dans cette situation-là, dès que tu as une entreprise qui t'offre un contrat de travail à plein temps CDI, tu le prends direct en fait. Donc ce qui se passe, c'est que les entreprises, soit elles attendent 2-3 ans, elles prennent quelqu'un à 40-45 000 balles, soit elles le prennent genre au bout de 6 mois, 5 mois, même entre 6 et 8 mois. Et donc c'est quelqu'un qui sait commencer à manipuler des variables, des fonctions, tu vois, qui a appris un peu les bases de l'informatique. Et là, ils sont super, je te prends à 30 000. Bah, ouais, ça fait 6 mois, 7 mois de formation, 30 000, tu dis oui. C'est beaucoup mieux parce que l'entreprise elle va te former en interne un peu sur ces technos. Et dans 2 ans, je peux t'assurer que tu ne seras pas à 45 000. C'est ça. Donc c'est un bon intérêt en fait pour l'entreprise. Ensuite, est-ce qu'on est en train de créer la branche blockchain ? Donc oui, elle va exister. Il y en a pas mal. Après, le truc intéressant, c'est que tu as le tronc commun. Et c'est vrai que le tronc commun, on l'a rendu... C'est difficile parce que tu es obligé de faire et du C, du C++, enfin, de l'algo, de la programmation orientée objet, du réseau, du DevOps. Enfin, vraiment pour ouvrir ton esprit et te forcer un peu à tout. Et après, tu as à peu près toutes les spécialisations. Et donc, on fait la blockchain, on remplit tout le temps. Et tu peux après partir dans n'importe quel campus. Donc, il y en a 42 dans le monde entier. Et il y en a encore plein. On doit signer... Faut pas que je le dise, pardon. Et je rêve d'aller à Brest. Moi, j'aime bien. En fait, on a vraiment choisi d'aller dans des villes où c'était pas facile, où ça allait pas de soi. En fait, avant que j'arrive, il y avait déjà Lyon. On l'a changé en 42. Mais moi, je trouvais ça super que 42 apporte quelque chose. C'est-à-dire qu'on serve de levier pour aller aider un territoire. Tu vois. Donc Angoulême, c'est super. Quand même, c'est petit. C'est pas. On a fait pareil Mulhouse. Tu vois, Mulhouse, on ne fait pas. Waouh, Mulhouse. C'est pas facile que ça. On est allé à Nice. Là, on va signer Perpignan, tout le monde le sait. Le Havre, génial. Ils sont victorieux, quoi. C'est fou. Moi, je trouve qu'il y a plein de chômage, mais ils ont vraiment épicé. Et bref, je trouve ça génial. Ils sont vraiment au bout du monde et ils ont une force, une vigueur, une envie qui donne vachement envie. Donc, j'aimerais bien. Après, il faut voir avec les pouvoirs publics, etc. Mais c'est tout à fait possible. Pourquoi t'as envie d'aller à Brest? Comme je vais commencer peut-être, j'espère, après cette journée... Tu nous rejoins? Yes. Trop contente. Trop contente. Alors, sur les formations qui sont accessibles aux fonctionnaires, je connais moins. Parce que, par exemple, on a 250 acteurs qui proposent de la formation en ligne dans le réseau. Et ce qui travaille des fonctionnaires, honnêtement, il faut que je regarde. Parce que j'ai pas envie de te donner un nom d'entreprise qui soit pas éligible. Mais je vais te donner mon mail et je reviendrai vers toi. Et sur les sujets de blockchain, de métaverse, de crypto, la semaine prochaine, il y a un événement où je serai d'ailleurs, donc tu peux venir et on se reparlera à ce moment-là. Ça s'appelle Virtuality. C'est au Carreau du Temple, jeudi et vendredi toute la journée.
Il y a 80 exposants qui sont des entreprises, mais il y a aussi toute une série de conférences. Et donc, c'est justement sur le numérique, mais le numérique plus sur ces sujets-là. Et donc, il y a à la fois des discours d'entreprises qui sont expertes et il y a plein d'intervenants. Donc, Virtuality 2 jours. Et moi, j'y suis tout le jeudi toute la journée et vendredi toute la journée avec un gros corner EdTech France avec les entreprises justement françaises qui utilisent la réalité augmentée virtuelle pour former. Donc, si tu veux, on peut aussi se revoir à ce moment-là. Aussi, ouais. Ouais. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Merci, si je peux pas juste vous répondre sur 2 trucs. Le premier, ça manque de femmes et de diversité. Je vous rappelle, le logiciel du MIT, en 2018, les logiciels de reconnaissance faciale reconnaissaient un homme blanc à 100%, une femme noire à 70%. C'est l'horreur, vraiment l'horreur, quoi. C'est-à-dire quand tu te dis que ça peut être utilisé dans un cadre juridique aux États-Unis, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que, d'un point de vue humain, qu'est-ce qu'on dit ? Donc c'est terrible. Ça aussi, il faut le changer, absolument. Et vous avez tout à fait raison. Je ne savais pas qu'il y avait un filtre qui disait qu'il fallait avoir fait. Je ne sais pas si vous savez, mais il n'y a plus les bacs S, L, etc. Non, mais c'est pire. Parce qu'en fait, on en a chié pendant je ne sais pas combien de temps pour arriver à avoir plus de filles en terminale. Donc terminale S, on était à 52%. Alors c'est vrai qu'après, il y avait une dégringolade dans l'engagement sur les filières ingénieurs. Vous savez quoi, en une année, on a perdu 10 points. Et bim, c'est-à-dire 42% de filles en spécialité mathématiques, comme ça a été retiré du tronc commun. Donc voilà, on a juste perdu encore plus de filles qui vont en maths. Et NSI, je vous explique même pas. C'est-à-dire juste informatique. C'est un moment où les stéréotypes sont tellement forts. C'est vachement dur pour une petite fille de se dire... Parce que dès que je vous dis, allez, pensez à un ingénieur, c'est encore le cas malheureusement, mais souvent, si je dis pensez à un ingénieur, vous fermez les yeux, vous voyez un mec un peu gros qui boit une bière, t'as 14 ans, tu dis pas, mon rêve. J'ai envie tellement de ça. Tu vois, même si c'est pas vrai que c'est en train de changer, mais à cause de cette image du geek, de machin, etc., malheureusement, ça colle, quoi. Et donc, du coup, de faire une spécialisation NSI à cet âge-là, sans avoir fait tout le boulot avant, sans avoir engagé, sans avoir, etc., c'est catastrophique. Et vraiment, expérience personnelle, ma fille, qui était en seconde, veut faire, elle sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie, je peux tellement comprendre. Donc elle prend maths pour pas tout se fermer, humanité pour faire un peu de philo, je sais pas quoi, et puis elle veut faire anglais. Et comme elle passe son temps à discuter en anglais, je dis non, anglais c'est trop fastoche, je prends informatique. Informatique c'est l'avenir, tu vas faire des trucs. Alors normal, elle veut pas faire comme sa maman, elle n'a jamais voulu apprendre à coder. Et en seconde, on lui fait faire un truc de code. Ils ont mis du Python à l'école. En plus c'est des profs. Ils sont obligés de le faire. Je t'explique même pas. Alors, des fois, ça leur casse les bonbons, bref. Et donc, elle fait un truc en Python. Alors, c'est vraiment code à trous. Tu vois, faut remplir 3 trucs. Bon, elle a 20 sur 20. Elle s'est dit, trop cool. Je vais être bonne, ça va être super. Et hop là, bim, elle pense. Elle est obligée de changer en plus de lycée. Elle est à côté. Elle rentre en NSI. Que des mecs qui ont tous programmé depuis 5-6 ans. Ils font tous du PHP. Ils montent leur site internet. Elle arrive et elle est nulle. Elle comprend pas. Et elle a 4. Et elle pleure tout le temps. Et elle me dit, je vais jamais avoir mon bac. C'est horrible, parce qu'en fait, je viens de comprendre que c'était coefficient 16. Moi, je croyais que c'était des options, mais en fait, c'est des spécialités. Moi, je dis pas vraiment. Et je suis là, mais quel enfer! Et là, je suis convoquée par sa prof principale, je ne savais pas sur quelle tombait, et qui me reçoit, et qui me dit, je pense qu'il y a un problème, elle s'est trompée de... c'est pas fait pour elle. Putain, je voulais la buter. C'est pas possible ce que tu es en train de faire. Non, en fait, c'est que juste le truc est nivelé par, en effet, que des garçons qui connaissent déjà, qu'en fait, elle est. Donc, c'est pas possible. Et maintenant, elle a des bonnes notes aussi parce qu'en terminale, sa prof d'informatique, c'est une femme. Pardon, mais ça a quand même changé des trucs. Elle la met en confiance, elle l'aide, et voilà, et ça y est, ça a changé. Donc, oui, tout à fait, il faudrait changer les choses. Et malheureusement, les dernières actions qui ont été faites, ils ne vont pas nous aider pour l'instant. Mais sur le côté enseignante femme, effectivement, l'étude dont je parlais tout à l'heure, menée aux États-Unis, d'introduction de la robotique auprès des petites filles, il y a une nette différence quand l'animateur est une femme, ou est une animatrice en l'occurrence, dans le résultat. Ouais. Pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est vrai qu'on a un énorme enjeu dans l'accès à notre formation supérieure, parce qu'on est en France, donc on a l'université publique gratuite, ça c'est incroyable, magnifique, incroyable. Mais ce qu'on fait moins bien que nos collègues anglais, par exemple, qui eux n'ont que des formations supérieures chères et pour tout le monde. Mon meilleur copain a fait L en France, on était ensemble au lycée, et ensuite il voulait faire médecine. Donc esprit de contradiction, il voulait faire médecine depuis tout petit, mais il aime bien la philo et la littérature. Du coup, il a voulu faire L, absolument, L, en pensant qu'à un moment donné, il allait pouvoir s'inscrire en fac de médecine avec un bac L.
techniquement, vous pouvez le faire, vous pouvez vous inscrire en fac de médecine, sauf que vous n'êtes accepté par aucune boîte à colle. Donc les boîtes à colle, c'est globalement un groupe de travail obligatoire si vous voulez réussir votre première année de médecine. Du coup, il allait faire médecine en Angleterre avec une bourse. Il est maintenant chirurgien, pédiatre, quoi. Il opère les enfants. Il est incroyable, mais en France, ça n'aurait pas été possible. Et du coup, on a vraiment un enjeu, notamment dans les formations gratuites, parce que c'est là où l'enjeu social, d'ascenseur social est le plus important. On devrait absolument arrêter les prérequis, faire confiance à l'auto-évaluation des gens, mettre en place une année passerelle avant la L1, parce que sinon on va avoir les chiffres de 4% de réussite en L1, c'est la catastrophe. Une année passerelle où les gens sont remis à niveau avec un tronc commun qui soit pensé de manière un petit peu intelligente selon que vous veniez de telle ou telle option ou telle filière. Et à la fin, si vous avez envie, si vous avez le niveau, on met je sais pas la barre à 10 ou 12 ou quoi que ce soit, on peut même faire un petit examen à la fin si on a envie, et ben il rentre en L1. Mais c'est tellement simple, c'est tellement facile. Enfin, et ça prend, mais pareil, 2 secondes. Et ça ne crispe personne parce que c'est pas payant, c'est pas excluant, c'est sur la base justement du volontariat. Donc du coup, il faut lutter contre l'autocensure en amont quand même pour que ça soit pas que le conseiller d'orientation de terminale ne vous dise pas non mais fais-le pas. Hein. Mais c'est facile. Et si on pète ça, les prérequis, on résout pas le problème pour les prépas parce que les prépas, je pense que ce sera quand même chaud, mais on résout au moins pour la fac de maths, la fac d'informatique et des choses qui sont accessibles. Et ça, c'est jackpot. Ça, on va le mettre dans le plan. Ah voilà, j'adore. Alors j'ai 2 questions, je prends juste celle-là et après ce sera vous, madame. Et ce sera les dernières questions. Allez-y. Oui, bonjour. Une question. Ouais. Alors déjà, il y a la grande école du numérique qui cherche justement à labelliser toutes les formations qui existent, les référencer sur une plateforme avec des critères de choix pour essayer de rendre l'offre plus lisible. Et après, on a un vrai sujet sur l'orientation. Pourquoi ? Parce que ça a beaucoup changé. Qu'on demande aux profs de 3e de le faire dans une pauvre heure de vie de classe le vendredi après-midi de 16 à 17h une fois toutes les 2 semaines. Je l'ai fait, donc je sais que ça ne sert à rien. Et on leur demande d'être en plus experts de toutes les formations au lycée et de toutes les formations post-bac. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle à un parent, on ne parle plus que du lycée. On doit lui parler aussi des 25 années qui arrivent pour son enfant. Et c'est normal. Mais du coup, il y a des technologies qui existent pour ça, pour soutenir les enseignants, pour soutenir les CPE, pour soutenir les directeurs d'établissement, qui ne sont pas censés être experts en fait sur tous ces sujets, parce que c'est des choses qui sont extrêmement changeantes. Il y a plein d'entreprises qui s'appellent donc des EdTech dédiées à l'orientation, par exemple Hello Charlie, qui a développé un chatbot incroyable grâce à de l'IA. Vous parlez comme si c'était votre pote et il vous recommande des formations, il vous recommande des vidéos, il vous recommande des parcours. On a une boîte comme Impala aussi qui fait un travail formidable. My Job Glasses qui a tout un site génial avec des fiches vidéo de métiers et selon ce qui vous intéresse, ça vous donne les formations qu'il faut que vous fassiez. Oriente-toi, qui est une boîte basée à Lille, qui a tout un jeu gamifié basé sur votre personnalité pour vous mettre dans des grandes familles de métiers. Diploméo peut-être ? Comment ? Diploméo aussi, mais je trouve que c'est un peu plus grosse machine, un peu moins, je suis moins gamifiée. Ma fille, elle est dessus et pardon, mais les résultats, j'étais là, ok, donc non. Non. Donc après, il y a Merci Bobby. Pareil, hyper gamifié. Et tout ça, c'est des interfaces adaptées aux jeunes sur le mobile, des capsules courtes, du chat, de la communauté pour partager avec d'autres jeunes, des enseignants volontaires qui se mettent dessus, qui répondent à des conseils, des pros qui se mettent dessus, qui acceptent de prendre les jeunes en rendez-vous. Donc il y a plein de boîtes comme ça qui sont disponibles sur le site de Tech France si vous voulez aller regarder. Bon après, avec toujours prendre un peu de recul, c'est pas parce que l'IA vous a dit que vous allez être machin que... moi j'avais eu un test, je me rappelle en 3e, c'était un test sur ordinateur. Dans mes métiers, il y avait croque-mort. Et c'est vraiment... Non mais c'est vrai. Croque-mort. Après, j'ai fait Sciences Po en finance. Moi, j'ai fait plein de trucs dans la tech et dans l'enseignement, mais j'avais croque-mort. Je me rappelle même plus des autres, du coup. Donc, il faut pas faire 100% confiance à la tech, mais c'est quand même des entreprises géniales qui vous aident, vous parents, à débroussailler et qui vous... Surtout qui scrapent, donc ils prennent les données de l'ONICEP, qui prennent les données des sites d'orientation et qui vous font une base de données simple à avoir sur votre téléphone pour être un peu moins perdu. Merci. On avait une dernière question ici. C'est un constat. Moi, j'ai un fils qui a compté 42 chez vous et je vous remercie d'avoir créé cette école parce que je suivais tous les jours. Il y a
vrai problème d'orientation, évidemment. Et alors juste, pardon, je vais vous surprendre, ça prend 3 secondes, c'est pas du tout, la pédagogie qu'on utilise ici n'est pas du tout innovante. Hein. L'ordinateur l'est, mais la pédagogie non. Je vous renvoie vers Joseph Jacotot, début du 19e siècle, le maître ignorant. C'est vraiment, donc il y a plein de choses. Je veux dire, Montessori, ça fait perpète qu'on sait que ça marche quand même. Sauf qu'il faut payer 900 € par mois. Bon, voilà, parce que Montessori, c'est pour les riches. Pardon de le dire comme ça, mais donc c'est pardon. Oui, je vais vous dire. Mais donc c'est pas normal. Il y a un moment donné, t'es là, non, ça marche. Donc et donc c'est Joseph Jacotot. Joseph Jacotot, c'était un. Alors, donc très rapidement, un avocat qui se retrouve après, c'est Napoléon, je suis nulle en géographie, mais il fuit la France et donc il se retrouve aux Pays-Bas. Et là, le seul truc qu'il peut faire pour vivre, c'est être prof de français. Et il y a des étudiants néerlandais, donc il ne perd pas du tout le néerlandais. Donc il est là, il prend un bouquin, c'est Télémaque de Fénelon, qui écrit dans les 2 langues, et genre il le donne aux étudiants. Je sais pas comment faire. Au bout d'un an, il s'aperçoit qu'en fait, ces étudiants ont plus progressé que tous les autres. Et il en tire une théorie qui est super jolie. Parce que c'est vraiment plus, c'est l'époque, vous savez, liberté, égalité, fraternité, il y avait un truc humaniste très très fort. Et pour lui, il se dit, en fait, il y a vraiment un truc, quand tu as un maître, quelqu'un qui t'explique les choses, en fait, il t'écrase. Il vaut mieux que toi-même, tu fasses les liens avec ta carte mentale de manière libre, que l'intelligence est répartie de manière égale entre tous les êtres humains, et qu'en fait, tu as la capacité d'apprendre. Et surtout, il dit un truc qui est tellement beau, enfin moi je trouve qu'il est tellement juste. Il dit, tout le problème, ce n'est pas de faire des savants, c'est de s'adresser à ceux qui se pensent moins intelligents et de les tirer du marasme dans lequel ils croupissent, qui n'est pas celui de l'ignorance, mais celui du mépris de soi. Et c'est tellement vrai. Et vous remarquerez tout ce qu'on appelle l'effet gomme, etc. Qu'est-ce qui empêche d'apprendre souvent ? C'est le fait de ne pas avoir confiance dans sa capacité. Parce que ta société t'a matraqué, parce que comme tu n'étais pas bon à l'école, parce que tu n'étais pas sur cette putain d'échelle de normative, et ben, du coup, tu t'es dit, je dois être nul, je ne vaux pas le coup, etc. Et à force de te seriner ça, évidemment, il y a un moment donné où tu vas... C'est comme accomplir une sorte d'autoprophétie, et du coup, tu vas être nul. Et il faut tirer les gens de ça et leur redonner confiance, leur dire que c'est possible et que tout dépend d'eux. Et pour ça, il faut le faire avec beaucoup d'amour. Très bien. En tout cas, un grand merci à nos intervenantes. J'étais ravie d'échanger avec vous aujourd'hui. Et un grand merci à vous d'avoir été avec nous cet après-midi. Et on se retrouve demain pour la suite des échanges. Je dois dire merci Fabiola. C'est cool d'avoir quelqu'un qui prépare réellement ces tables rondes et qui sait faire le job. Bravo. Merci beaucoup. C'est gentil, merci.